Bonsoir Frédéric Pro, vous êtes le fondateur de Parole d'hommes et de femmes, une association qui existe depuis 13 ans. J'ai une culture de mémoire, d'une culture paysanne. Cette culture fait qu'on tient non seulement à la mémoire, mais qu'on tient d'abord au contact humain. De ces deux éléments de ma culture d'origine, j'en ai fait un métier. Juste raconter, mais raconter avec la chair et le sang de chaque personne qui vient avec moi. Donc on va beaucoup plus loin. C'est ce qui vous a conduit à devenir, au fil des temps, écrivain public. Écrivain public, c'est une partie de vie, c'est juste un résultat d'un parcours. Mais dans ce parcours, il y a toujours cette notion de récit et d'interaction entre deux personnes, entre un aîné et un jeune. Écrivain public, c'est un statut social qui fait que le biographe a pu aussi s'installer comme un professionnel. Oui, j'ai fait des lettres. En fait, j'adorais ça, de faire des lettres pour des gens qui ne pouvaient pas le faire, d'aider les personnes, j'adorais ça. Mais alors vraiment. Comment ça s'est venu? Quel était le déclic? Il n'y a pas de déclic, c'est une vie. Demain, est-ce que vous savez ce que vous allez faire? C'était quand ça? 99. En 99. En mai 99. Et donc, vous avez décidé de faire que ça? Oui. Parce que vous avez Non, mais j'ai tout un parcours très diversifié auparavant. La base de la rencontre est liée à l'échange individuel entre un aîné et un jeune. Un aîné qui a sa propre histoire. Il faut déjà que l'aîné comprenne que son histoire est intéressante. Parce que la plupart, comme vous, disent « mon histoire, elle n'est pas très intéressante ». Et c'est à partir du moment où la personne a compris que son histoire n'était pas très intéressante qu'il devient intéressante. Beaucoup de témoins ont le « je » comme personnalité. Ceux qui ont le « nous » comme personnalité peuvent venir avec nous devant les jeunes. Ceux qui ont le « je » ne se mettront jamais à la hauteur ou ne seront jamais accessibles par rapport aux jeunes. Dans chaque témoin, il y a un compteur. Homme, femme, quelles que soient les cultures, quelle que soit la génération. Il faut juste l'aider à accéder à cette possibilité qu'il a en lui. C'est totalement universel, c'est l'humain. Pourquoi je travaille avec toutes ces nationalités différentes? C'est qu'il y a un point commun. C'est l'humain, c'est la narration, c'est l'amour de l'autre, l'envie de partager auprès des jeunes, l'envie de partager une part de leur culture et une part de leur parcours pour faire grandir les jeunes. Alors déjà, c'est pas complexe à travailler avec les enseignants, c'est assez facile à partir du moment où on a compris comment ils fonctionnent. L'intérêt des enseignants, c'est d'utiliser au maximum leur heure de cours pour faire grandir les jeunes. Mais leur heure de cours, si on leur rapporte une matière qui enrichit leur travail et leur relation avec les jeunes, les enseignants adhèrent et demandent à ce que l'on continue. C'est juste ils doivent trouver l'opportunité d'enrichir leur manière de faire dans ce qu'on leur propose. Mais depuis le départ, nous n'étions pas dans le cadre précis de l'éducation nationale, nous étions dans le cadre de l'interdisciplinarité, aussi bien en français qu'en histoire, qu'en éducation civique, même qu'en apprentissage de langue. Donc dès le départ, ça a fonctionné parce qu'on ne fonctionne pas justement, même avec les enseignants, sur le « je », mais sur le « nous ». Quand un groupe d'enseignants français, profs d'histoire travaillent ensemble, ils travaillent sur le nous, ils travaillent sur l'interdisciplinarité, on apporte à chacun quelque chose. Puisqu'on demande à chaque élève, quand il rencontre le témoin, d'écrire une lettre justement pour remercier. Le témoin donne sa vie, l'élève donne son avis. Donc ça intéresse les profs de français. Mais quand le témoin donne sa vie, ça intéresse les profs d'histoire, ça intéresse les profs d'économie, et quel que soit le domaine. On travaille aussi bien avec les profs de sociologie d'enseignement agricole que dans les maisons familiales rurales, que dans l'éducation nationale, technique ou générale. On n'a pas de... C'est une attitude. À partir du moment où on a
cette attitude d'ouverture, ça suit derrière. Donc, on a humanisé la matière éducation nationale. Par exemple, cette année, nous avons 21 établissements. d'accord. Et il n'y a pas que des scolaires. Il y a les EPID, qui sont des centres éducatifs très particuliers, ou avec un encadrement 50% anciens militaires et 50% éducateurs. Donc ça, c'est une ouverture spécifique depuis 3 ans. Cette année, en 2014-2015, on a vu à peu près 1200 jeunes dans toutes les structures. Donc maintenant, on est rendu à un peu plus de 150 témoins de 40 nationalités différentes, répartis sur l'ensemble du territoire français, avec une moyenne d'une 50aine qui participent chaque année. Chaque année, il y a à peu près une dizaine de nouveaux témoins qui arrivent, pour à peu près entre 1000 et 1200 jeunes. Chaque année se finit par une journée bilan, oui, avec l'ensemble des structures éducatives qui ont participé, tous les témoins qui ont participé, mais là on ne leur demande pas de témoigner, mais de venir assister au pourquoi leur témoignage a apporté quelque chose aux jeunes, au comment. Les enseignants, les formateurs parlent du mode d'utilisation des récits. Et surtout, ce qui est intéressant cette journée-là, ce sont les témoignages de jeunes qui disent à quoi tout ça sert. Ah, oui. Et là, il y a un réel impact. C'est ce jour-là que l'on voit le réel impact de la présence de chaque témoin devant les classes. Nous avons écrit plus de 130 biographies. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces biographies qu'on envoie souvent dans les établissements scolaires et que les profs ne lisaient pas plus que les élèves? Comment faire en sorte que ces récits de vie aient un intérêt autre qu'écrit Dès le départ, j'avais pensé créer quelque chose qui tient plus de la bande dessinée ou du récit illustré pour que les récits aillent au plus proche des élèves. Dans les récits, comme ça, dans la collection des migrants, il y a 6 récits, 3 hommes, 3 femmes, en 8 pages. Et avec ça, on touche les élèves. Quels que soient les élèves. C'est le temps d'un zapping, en fait. J'ai vu dans les bibliothèques, dans les CDI, des jeunes prendre les BD, lire, hop, la récré est finie, ils ont déjà fait 4-5 pages, donc ils reviendront pour le reste. Si c'était une bande dessinée de 50 et quelques pages, ils ne prendraient pas. J'ai juste adapté les récits. On a, parce que moi je suis l'initiateur, mais sans Florence Brett, qui est ma collègue de travail et qui, avec son talent artistique et de scénariste, ça n'existerait pas. C'est pas une personne qui a fait ça, c'est une équipe qui a fait ça. Et ça, je tiens réellement à ça. Mais c'est sur une idée peut-être personnelle, avec 2 artistes différents, 2 styles de narration, réalistes et moins réalistes, et plus imagés. On permet l'ouverture de chacun, sur tous les continents, sur toutes les histoires de vie. Oui, celle-là a été donnée en 300 exemplaires à toutes les personnes, par la mairie de Bondy, à toutes les personnes qui ont acquis la nationalité française, c'est il y a 3 ans. C'était leur cadeau, c'était leur baptême républicain, et la mairie a donné à chaque nouveau citoyen français une bande dessinée, Les Migrants, parcours francilien. Et combien de tomes avez-vous réalisé? Il y a eu 4 tomes, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à créer avec d'autres le pari du livre associatif? Le CAP, Carrefour des associations parisiennes, le directeur, Christian Cassio, m'a dit un jour, il faudrait qu'on fasse quelque chose autour de la bande dessinée. Et pourquoi pas? Et en fait, nous étions les deux premiers à avoir envie de créer cet outil au niveau de l'édition associative.
Et nous l'avons fait. La première biographie, c'était avec quelqu'un de Perpignan. De Perpignan. Un pied noir. Après, je fais en Vendée parce que là, comme je parlais patois, beaucoup de familles vendéennes m'ont demandé de travailler avec leurs parents. Oui. Parce qu'il y avait une confiance par rapport à la langue. Donc à partir du moment où on parle comme quelqu'un, la personne se livre plus facilement. Mais maintenant, comme je travaille avec 40 nationalités différentes, c'est pas une question de compréhension de mots, c'est une question d'attitude. Après, j'ai cherché d'autres partenaires et lui aussi a trouvé aussi d'autres partenaires pour avancer ensemble. Et c'est vrai que l'idée initiale était partie de la BD et d'un contact entre le directeur du CAP, du Carrefour des associations parisiennes, qui est la maison de toutes les maisons des associations de Paris, et moi autour de la BD. Et donc vous en êtes à combien de... La 3e édition. Et combien d'éditeurs associatifs sont partie prenante? Mais toutes les associations éditent ou soutiennent l'édition. Donc tout le monde devrait être partie prenante. Après, comme nous n'avons aucune volonté d'hégémonie, nous n'avons pas que ça à faire. Nous continuons avec une quarantaine, cinquantaine d'associations tous les ans. Et s'il y en a d'autres qui arrivent, qui sont intéressés pour présenter leur ouvrage, pour présenter leur création, tant mieux. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde associatif. Nous ne sommes pas là pour être un centre, nous sommes là pour juste diffuser une idée et que l'édition associative doit vivre, quelle que soit sa forme. Pourquoi avoir créé une nouvelle structure éditoriale, ou de regroupement éditorial, alors que le monde éditorial est en crise aujourd'hui, comme chacun le sait? Le monde éditorial est en crise, le monde associatif n'est pas en crise. Il y a une grande nuance. Le monde éditorial vit sur ses propres traces qu'il a laissées derrière lui. Le monde associatif vit de projets qu'il doit mener devant lui. Il y a une vraie différence entre ces deux mondes. Le monde éditorial ne regarde pas le monde associatif. Le monde associatif n'attend pas grand-chose du monde éditorial. C'est deux manières de vivre, deux manières d'agir différentes. Le monde associatif a besoin d'auteurs qui ont du sens et qui travaillent pour un projet ou dans un projet. Le monde éditorial a besoin d'auteurs qui travaillent sur le « je ». Le monde associatif a besoin d'auteurs qui travaillent sur le « nous ». J'en reviens toujours à la même chose. Le monde éditorial, le monde des auteurs et le monde des acteurs de terrain associatif n'est pas le même. On voit un peu se déployer vos activités. Quelle est l'autre initiative que vous avez conduite? J'amène sur une semaine une vingtaine de témoins migrants d'une quinzaine de nationalités sur un terrain des plus rurales, c'est-à-dire en Vendée, là où je suis né, dans ma ville de naissance. J'amène ces témoins raconter leur parcours de vie devant des collégiens, mais de collèges et publics et privés, mélangés tous ensemble, pour que chacun puisse apprendre de la différence de l'autre. Je leur amène juste ça, car je ne l'ai pas eu quand j'étais peut-être jeune, et je veux que ces jeunes soient plus ouverts que nous n'étions à cette époque-là. Et ça fonctionne parfaitement. Il y a plus de 800 jeunes sur une semaine, quand nous avons fait le premier festival de l'éducation interculturelle en 2014, il y a plus de 800 jeunes qui ont participé, du CM1, CM2 jusqu'à la terminale, en passant par maison familiale rurale. Alors, toujours dans le même esprit. Cette sentiment d'ouverture, cette proposition d'ouverture est importante à un moment où justement on vit dans ce pays un repli identitaire. Comment est-ce que vous croyez que les initiatives que vous avez développées ces dernières années peuvent contribuer à dépasser ces replis? Si je ne pensais pas que ça peut contribuer à une meilleure compréhension entre chacun, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Si je n'avais pas les certitudes que chaque témoin peut apporter de son humanité à chaque jeune et peut faire grandir chaque jeune, j'aurais arrêté. Ça, c'est une formule qui est très très simple, c'est de mettre un aîné devant un jeune
et de faire en sorte que l'un apprenne de l'autre, mais que l'aîné aussi apprenne des jeunes. C'est très très simple. C'est universel, ça vient du fond des âges. Alors, je vais reformuler la question de façon un peu différente. Quels sont les défis aujourd'hui que vous voyez à la fois au niveau de votre association, qui se déploie depuis déjà un certain temps avec nous avons fait bon bonheur, et au niveau social, plus généralement, au niveau de la société française en général? Nous devons juste avoir les moyens de le faire à une plus grande échelle, c'est-à-dire que je dois former des personnes et on doit trouver des fonds pour que chacun puisse vivre de cette action. Nous l'avons déjà fait à Mayotte avec une des personnes que nous avions formées. Nous pouvons le faire sur l'ensemble du territoire, mais il faudrait être plus nombreux. Il y a des témoins partout. Il suffit juste de leur donner la possibilité de témoigner dans un cadre quand même assez précis pour que ça puisse continuer et être validé par l'Éducation nationale. Ça, c'est l'enjeu français qui est naturel pour moi. Ça doit être fait par nous ou par d'autres, c'est pas grave, mais c'est un enjeu sociétal. On nous envoie parfois en nous disant il y a des difficultés ici, allez-y. Quand on y va, on ne trouve pas les difficultés. Parce qu'il y a toujours, même dans les endroits les plus difficiles, quand un jeune croise un aîné et l'écoute, ça change les choses. Ça change le comportement. Même changer un comportement pendant 2 heures, ça marquera toutes les personnes. Et ça durera bien plus que 2 heures. Ça peut durer vraiment des années. Un jour, je suis allé dans une pizzeria. J'ai acheté une pizza. Et puis j'ai vu qu'il y avait une des personnes derrière qui me regardait fixement. Bon. Et la personne me dit c'est vous qui amenez les migrants dans les établissements scolaires? J'ai regardé. J'ai dit ben oui. Elle me dit vous êtes venu avec un témoin dans mon école. Et elle m'a dit continuez, ça nous a servi. Alors là, j'étais tout rouge. Mais alors tout timide. Mais je sais que ça sert à quelque chose. Vraiment, je sais, j'ai vu, ça a été démontré plein de fois sur beaucoup de contacts, Mais l'enjeu, c'est pas uniquement là. Ce qu'on fait ici peut être fait partout. L'enjeu, c'est que l'UNESCO reprenne ça, c'est qu'on forme une personne par pays pour faire cette méthode dans chaque pays. Et cette méthode, elle appartient à personne. Elle m'appartient pas. C'est pas parce que j'ai écrite, c'est universel et ça fonctionne sur le même sens dans chaque pays, parce que la migration n'est pas une spécificité française, c'est universel. Les problématiques liées à la différence, liées à l'accueil de l'autre, sont universelles. Ce qu'on fait ici, petitement à notre manière, peut être fait partout. C'est juste une question de volonté et surtout de formation des intervenants.